Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Hop, le temps que je lance mon support. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu le format et les conférences qu'il y a aujourd'hui et demain. Ça parle beaucoup de sécurité. Et c'est pas mal que ce soit moi qui commence un petit peu, qui ouvre la marche sur tout ce qui touche à la sécurité. Puisque moi, je vais essayer de pas trop être technique et plutôt de voir la sécurité en entreprise et de vous faire plutôt une introduction à ça, de voir comment on peut situer la sécurité, à quoi elle sert, quels sont les risques, quelles sont les menaces, comment sécuriser son SI. Voilà, mais d'une manière très générale. J'imagine qu'il y aura beaucoup de conférences ensuite qui traiteront de sujets beaucoup plus techniques. Alors dans un premier temps, je vais me présenter, histoire que je puisse un peu amener du poids à mon discours. Moi, j'ai fait un DUT génie des télécoms et réseaux il y a quelques temps, et j'ai suivi le cycle supérieur de l'EXIA, une école d'informatique, jusqu'à Bac+5. J'ai été chef de projet pendant 1 an dans une entreprise qui fait des systèmes de pulvérisation pour la pharmacie. Donc j'étais chef de projet informatique, et ça fait maintenant 3 ans que je suis ingénieur de formation. Donc Alexia, je suis retourné un petit peu à la maison, on dira. Je suis aussi responsable de spécialité réseau télécom, ce qui sous-entend que tout ce que font les étudiants en réseau et en télécom, et aussi en sécurité, c'est moi qui en gros valide les contenus pédagogiques qui sont mis au point par toute mon équipe de conception. Alors mes compétences tournent autour des systèmes Microsoft Linux, quand même majoritairement tout ce qui touche au réseau, à la sécurité, au Wi-Fi. J'avais écrit une thèse il y a 2-3 ans, une thèse professionnelle sur l'impact du Wi-Fi en entreprise en relation avec la santé. Un sujet tout à fait intéressant. Je suis instructeur Cisco et puis je fais aussi un peu de gestion de projet. Et je participe tous les ans à des salons de ce type-là. Je vais à la Nuit du Hack et puis à la Hack in Paris tous les ans, quand elle est organisée à Paris. Voilà pour moi. Alors, pourquoi faire cette conférence? Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure. Pourquoi parler de la sécurité? Pourquoi aujourd'hui ça a tant de valeur, alors qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, on n'en entendait pas forcément plus parler que ça. Ça prend de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. Je vais donner quelques définitions. D'ailleurs, il manque un S à définition. Quelques définitions importantes, certainement des termes que vous connaissez tous, mais qui, à mon avis, méritent d'être spécifiés. Je redonnerai en gros une vision d'un système d'information d'entreprise. On verra que ce n'est pas simplement les ordinateurs branchés sur un switch et puis les logiciels qui les constituent, c'est beaucoup plus que ça. En plus, après, je donnerai quelques axes de la sécurité informatique, comment on peut la voir, comment on peut la traiter, et s'en suivra ensuite toutes les protections et préventions qu'on pourrait mettre en face des menaces qu'on aura listées. On terminera par un exemple simple, un ou deux exemples simples que j'ai vécus, qui sont assez gros, vous verrez. Ce sont des choses que normalement on ne devrait plus voir aujourd'hui. Alors, depuis une quarantaine d'années, l'accès à l'information, l'accès aux données se fait de manière exponentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui a un ordinateur, tout le monde a accès à des bases de données, à des fichiers, que ce soit à la maison ou que ce soit en entreprise. Mais par la même occasion, le fait que ces systèmes aient évolué de manière exponentielle, on a aussi multiplié les sources de panne, les failles, les menaces, les risques. Voilà. Alors il y a beaucoup de menaces qui peuvent être listées. J'en ai donné 3 principales. Les menaces, quand on parle de sécurité informatique, peuvent être de 3 types. La première menace, on en a parlé juste avant, ça peut être des menaces financières. Clairement, le vol d'informations, le vol de données confidentielles peuvent avoir un impact lourd sur l'aspect financier d'une entreprise. Causer du tort à la vie privée d'une personne. Il y a eu une conférence sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Il est évident que ça peut avoir un impact assez fort. Nuire à l'image même du propriétaire. On imagine tout à fait un site internet d'une entreprise. S'il est modifié par quelqu'un de malveillant, on peut clairement nuire à l'image de l'entreprise qui a mis ce site en ligne. Alors pour appuyer un petit peu ce que je dis,
Je vous ai listé les dépenses prévisionnelles de la cybersécurité de l'administration américaine. Alors c'est des chiffres qui ont été faits il y a 2 ans déjà. Le budget en 2009 était de 7,9 milliards de dollars. On voit qu'on prévoit jusqu'en 2014 presque 12 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'il y a une évolution en termes de dépenses qui se fait dans ce domaine parce qu'on voit que ça prend de plus en plus d'importance. Alors il y a quelque chose à voir aussi. Depuis 20 ans, donc j'ai pris ces petits schémas-là dans un cours Cisco, on voit que depuis 20 ans, la manipulation des données, la manipulation des systèmes est fortement aisée. Il y a 20 ans, il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui pour pouvoir infiltrer des systèmes, pour pouvoir manipuler du code et des choses comme ça. Il fallait être extrêmement doué. Aujourd'hui, la tendance est clairement inversée. Il y a beaucoup d'outils. On trifouille un petit peu sur Internet et on va facilement trouver des outils de type Metasploit, Nmap pour faire du sniffing. J'en passe, c'est des meilleurs, vous en connaissez sûrement beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'outils et il y a de moins en moins besoin d'avoir des compétences pour les utiliser. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui peuvent utiliser ces outils, donc les menaces, les risques sont donc multipliés naturellement. Alors quelques termes, ça vous connaissez, mais je ne sais pas si je vous l'apprends ou pas, j'imagine que non. L'informatique, c'est la contraction d'information et d'automatique. L'idée d'automatiser le traitement des informations. C'est peut-être là qu'il va y avoir aussi certaines failles. Le fait que tout soit automatisé par des programmes, des scripts, des gens qui ont fait du développement, il va peut-être y avoir là-dedans des failles dans la conception. Resituer un peu le terme hacker, on en entend parler à la radio, j'en ai parlé ce matin sur Canal FM, on en entend parler à la télé, et on voit tout de suite un hacker avec le petit signe de la tête de mort, etc. Je pense qu'il faut resituer la chose. Un hacker, c'est avant tout quelqu'un qui prend un système, qui le modifie, afin de lui donner une autre application, une autre utilisation. Et ce n'est pas forcément à des fins néfastes ou pour nuire à quelqu'un d'autre. Alors petite anecdote, l'éthique originelle, c'est ce que je viens de vous dire, et le père un peu des hackers, c'est John Draper, qui se faisait appeler Captain Crunch. C'était ce qu'on appelle un freaker. Freaker, c'est la contraction de faun et de freaker. Freaker qui veut dire un peu marginal. C'était dans les années 60, donc vous voyez que ça date, hein, c'était il y a plus de 40 ans, 50 ans. En fait, John Draper avait compris qu'en lançant un son d'une certaine fréquence dans le téléphone, on pouvait passer des appels gratuitement. Je vous passe les détails techniques. Et il a donc créé, à la suite de ça, sa Blue Box, un petit boîtier qui permettait d'appeler gratuitement. Il avait en fin de compte modifié un système pour pouvoir l'utiliser autrement. Bon, il a eu des soucis légaux avec ça après quand même. Mais son but n'était pas forcément de passer des appels gratuits, mais d'avoir compris le système et de le modifier pour pouvoir l'utiliser autrement. Alors un cracker, c'est quelqu'un qui va casser des sécurités sur des logiciels. On connaît tous les shareware et autres démos. L'idée, c'est de passer outre l'interdiction de l'utiliser plus longtemps ou avec toutes ses fonctionnalités. Des scripts kiddies, ça rejoint le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. On en a de plus en plus. Ce sont des gens qui vont simplement utiliser des logiciels trouvés sur Internet, créés par d'autres, inventés par d'autres, développés par d'autres, afin de faire de la bidouille, quoi. Mais en soi, ils n'auront pas vraiment compris le concept. C'est juste utiliser un soft créé par quelqu'un d'autre pour, souvent à des fins néfastes, d'ailleurs. Alors une petite dénomination, white, grey ou black hat, on entend souvent parler de ça. Ces 3 types de personnes existent. Ce sont, en fin de compte, des objectifs différents, avec une éthique différente. Le white hat, ça va plutôt être quelqu'un qui va, comme un consultant ou un auditeur, tester un système, trouver ses failles pour, comme but, on va dire, d'améliorer ce système. En faisant un compte rendu, en disant, voilà, regardez, j'ai infiltré là, il y a telle faille ou tels exploits qui sont faciles à tel endroit, voici le compte rendu, faites en sorte que ça n'existe plus. Le grey hat va plutôt faire ça, on va dire pour le fun. J'ai infiltré le système, je l'ai fait, c'est cool. Mais son but n'est ni d'améliorer le système, ni de voler des données ou de nuire à quelqu'un. C'est pour la classe ou pour le CV, mais il n'y a pas vraiment d'autres objectifs que ça. Le black hat, son objectif, ça va être clairement de voler des données,
de voler de l'argent, de faire tomber un système, de faire du déni de service, vraiment pour, entre guillemets, embêter le monde. Voilà. Je redonnerai sûrement ces termes-là plus tard, c'est pour ça que je me suis permis de les rappeler. Alors comme le sujet est la sécurité dans l'entreprise, dans un système d'information, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est un système d'information. C'est un ensemble organisé d'éléments qui permet de regrouper, classifier, de traiter et diffuser l'information au sein d'une entreprise. Alors le schéma est assez moche, il y en a un autre qui va apparaître après, je vous rassure, pour vous montrer que le système d'information traverse toutes les couches de l'entreprise, du niveau technique, le câble, le PC, le clavier, jusqu'aux données utilisateurs, en passant par les métiers, les applications. Celui-là va être un peu plus parlant. On voit bien en dessous qu'il y a des composants techniques, les PC, les téléphones, les disques durs et autres, les composants applicatifs, les logiciels qu'on va utiliser, les composants fonctionnels, j'en prends aussi par là l'infrastructure de l'entreprise, les portes, les couloirs, les fenêtres, les toilettes, etc., etc. Et les métiers et les processus. J'entends aussi par là les employés. Font tous partie du système d'information. Alors si je rappelle un petit peu le contenu d'un SI, les salariés de l'entreprise, donc, je n'oublie pas les informaticiens, qui font partie intégrante de ce système d'information, et sont entre autres chargés de son bon fonctionnement. L'infrastructure physique, les bâtiments, je l'ai dit tout à l'heure, les portes, ça peut être les fenêtres, ça peut être les bureaux, ça peut être n'importe quoi, le parking, le réseau informatique, les matériels associés, switch, routeur, firewall, proxy et toute la clique. L'ERP et les ensembles des logiciels. J'ai séparé l'ERP parce que c'est souvent ce qui domine un petit peu l'entreprise et ce qui gère tous ces flux d'informations, mais tout l'ensemble des logiciels qui sont déployés au sein de ce SI, bien sûr. Et tous les flux de travail qui peuvent exister, tous les workflows, qui communiquent avec qui travaille avec qui, quelle est la procédure pour faire une commande, pour faire une livraison, voilà, avec les acteurs externes, internes, tous ces flux de travail, en fin de compte, font partie du système d'information. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement les machines, ce n'est pas seulement les PC. Alors ce qui est important de noter, c'est que toutes ces parties fonctionnent ensemble. C'est d'ailleurs ce qui constitue le bon fonctionnement de l'entreprise. Si jamais il y a une de ces parties qui ne marche plus, on est plus ou moins bloqué. Si le RP plante, je ne peux plus passer de commandes, je ne peux plus faire de bons de livraison, je ne peux plus aller vérifier les stocks ou je ne sais pas quelle autre fonctionnalité. Si les portes sont fermées, c'est tout bête, mais plus personne ne peut rentrer dans ses bureaux et puis travailler. Si le réseau il tombe, plus personne n'a d'internet ou n'a forcément accès à ses mails. Enfin, vous imaginez bien que chacune de ces choses est essentielle au bon fonctionnement. Mais elles possèdent toutes des failles. Et ce ne sont pas forcément des failles informatiques. Et elles sont plus ou moins exploitables. Alors, j'ai pas été bien loin pour choper la définition de la sécurité. J'ai été sur Wikipédia. Et je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. La sécurité en informatique, c'est l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place pour conserver, rétablir et garantir la sécurité des systèmes informatiques. Bon, la définition se suffit elle-même. Moi, je vais vous parler principalement des 5 piliers de la sécurité informatique. Alors, selon les sources, vous en verrez peut-être que 4, vous en verrez 6. Bon, moi, j'en ai listé 5, ça me paraît être les plus importants. Donc, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Si on veut faire de la sécurité en informatique, je pense qu'il faut respecter ces 5 critères-là. Il faut absolument faire en sorte que ces 5 critères-là soient respectés dans notre mise en œuvre de la sécurité. Par exemple, l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est garantir que les données sont bien celles que l'on croit être. Si je vais sur une base de données, je vais récupérer une data, je vais récupérer des informations, il faut que je sois sûr que l'information qui s'affiche soit bien l'information qui est stockée. Ou alors, tout simplement, dans une transaction réseau, il faut que je sois sûr que la donnée que j'envoie soit celle qui soit reçue, ce qu'on appelle l'intégrité des données. Alors, il y a plein de choses, par exemple, en réseau, dans la trame, il y a un code de redondance cyclique qui est calculé, qui permet de respecter l'intégrité des données. Ça, c'est un des piliers de la sécurité. On imagine facilement que si on envoie un mail, d'accord, avec un chiffre dedans, un prix,
Bah, si j'envoie le mail et lorsque je le reçois, c'est plus le même chiffre, c'est plus le même prix, ça peut être embêtant, par exemple. Deuxième pilier, la confidentialité. La confidentialité, je lis, hein, c'est assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources échangées. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être parler de chiffrage dans le message. Il faut que je sois sûr que lors d'une transaction, réseau par exemple, seule la personne qui envoie et la personne qui reçoit ont pu lire la donnée. Elle est confidentielle. On peut aussi parler d'un partage réseau. Si les gens sont autorisés, si telle ou telle personne sont autorisées à voir la data, il faut simplement que ce soit celle et celle personne-là qui aient accès, pas les autres. La disponibilité, c'est maintenir le bon fonctionnement du SI. On en parle beaucoup en base de données. Avoir de la haute disponibilité à X9. Souvent on voit ça, avoir une disponibilité à 5,9 ou à 6,9. C'est 99,9999% du temps. Une banque, par exemple, doit avoir une disponibilité d'au moins 6 ou 7,9. Il faut qu'elle soit au maximum indisponible 2 à 3 secondes par an. Voilà, c'est juste un chiffre que je vous donne comme ça. La disponibilité donc de la donnée, faire en sorte que ma donnée soit disponible à tout moment, quoi qu'il se passe. Ça fait partie de la sécurité. La non-répudiation, c'est un terme qui n'est pas facile à expliquer. Garantir qu'une transaction ne peut être niée. On va peut-être parler ici d'archivage et de log. L'idée qu'une transaction ne peut pas être niée si j'ai échangé des fichiers avec telle ou telle personne ou si j'ai été récupérer des données sur tel ou tel serveur, quelque part, c'est listé, stocké et gardé. Et si jamais je dis « Ah non, c'est pas moi », je ne peux pas la nier. C'est marqué quelque part. C'est ce qu'on appelle la non-répudiation. Et ensuite, l'authentification. Vous verrez que l'authentification et la confidentialité, ça peut se rejoindre parce que l'authentification peut garantir une certaine confidentialité. L'authentification, c'est assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources. Il y a juste le mot « échanger » qui n'a pas été mis. L'authentification, c'est le fait qu'à un moment donné, je puisse donner mon identité, qu'elle soit vérifiée pour que je puisse avoir accès aux données. Vous voyez qu'il y a une corrélation facile à faire entre l'authentification et la confidentialité. Lors d'une authentification, on ne parle pas forcément de chiffrage ou de cryptage. On va plutôt parler ici de login ou de mot de passe, par exemple. Alors moi qui suis axé fortement sur le réseau, j'imagine que les gens qui font du réseau connaissent très bien le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Moi je vais me baser là-dessus pour vous parler de la sécurité, sans oublier forcément les autres parties de l'informatique, à savoir la base de données, les logiciels, le développement, qui, je le rappelle, font partie notamment des couches 7 ou des couches applicatives. Alors il est facile de dire que j'ai mis un firewall en place, j'ai bloqué tous les ports. Ok, j'ai bloqué tous les ports, j'ai donc sécurisé plus ou moins ma couche 4 du modèle OSI. Sur la couche transport, j'ai bloqué tous mes ports. Bien, j'ai bloqué certaines adresses IP. D'accord, j'ai sécurisé plus ou moins ma couche réseau. J'ai bloqué des adresses MAC, d'accord, je suis sur la couche liaison. Bon, mais je ne fais pas forcément tout ça en même temps et je ne fais pas forcément ça non plus. Il y a deux choses qu'on oublie fortement en termes de sécurité informatique, ou que les administrateurs oublient un peu trop souvent. C'est une couche que j'invente, elle s'appelle la couche 0, c'est les locaux, l'infrastructure de l'entreprise. Les portes, les fenêtres, j'en ai parlé tout à l'heure. Et une couche 8, que j'appellerais l'humain. L'humain, la personne, l'utilisateur, mais je n'ai pas dit utilisateur parce que je comprends aussi dedans l'informaticien, que je suis aussi. Donc ça veut dire que je me mets aussi là-dedans, et je peux, à mon avis, comme n'importe quel informaticien, être source de menaces ou de risques à un moment donné. Alors je pense qu'une fois qu'on a été sur toutes ces couches-là, on a globalement sécurisé le SI. Encore faut-il avoir sécurisé chaque couche. Je vais vous présenter la chose autrement. Voici comment j'ai schématisé la sécurisation d'une donnée. On a notre donnée, ça peut être un fichier, ça peut être une base de données. J'ai mes données à un moment donné que je dois sécuriser. Tout autour de ça, je crée un espèce de labyrinthe, couche par couche. Là, je l'ai fait, magnifique dessin fait sous Paint, magnifique. J'ai créé en fin de compte des cercles autour de cette donnée, plus ou moins faciles à passer.
vous voyez qu'il y a des ouvertures dans ces cercles. En fin de compte, si je parle d'un accès réseau, un partage par exemple, j'ai des droits d'accès, le serveur, on n'y a pas forcément accès comme ça, la porte est fermée, il faut déjà être dans les structures de l'entreprise, il faut avoir les droits pour accéder à cette donnée, etc. etc. Il faut avoir une adresse IP qui va bien, il faut que je puisse y accéder en NFS par exemple ou avec un autre protocole, peu importe. L'utilisateur, la secrétaire, le salarié, accède à cette donnée de manière naturelle. Il faut que lui ait accès à cette donnée pour pouvoir travailler. Ça veut dire qu'inconsciemment, il a l'accès, lui, il a le mot de passe, il a l'endroit, il a le partage réseau, il connaît tout ça. Ou du moins, c'est mappé directement sur son poste. Mais Jack Sparrow, qui arrive maintenant là, lui, ne connaît pas forcément tout ça. Il va falloir qu'il feinte le système. Il va falloir qu'il trouve des portes dérobées. Ou alors qu'il passe par les bons chemins en essayant de usurper des identités, de voler des informations par différents moyens, par différentes techniques. Voilà. On peut prendre un exemple assez simple. S'il n'arrive pas à trouver une porte, il peut casser le mur. Je m'explique, dans une banque, ça ne sert à rien d'avoir une porte de 1 mètre de large, tout en métal, par balle et tout ce que vous voulez, si en fin de compte, tout autour du coffre, c'est un mur en briques. On est d'accord, on va plutôt faire péter le mur plutôt que de faire péter la porte. C'est exactement la même chose ici. Ça ne sert à rien de mettre ses données dans un bunker énorme, fermé, scellé et tout ce qu'on veut, si en fin de compte, il n'y a aucun firewall et puis on y rentre simplement par un partage réseau. Vous voyez, l'idée ici, c'est d'avoir en fin de compte des sécurités sur toutes les couches, à chaque niveau. Donc moi, je me suis fait une petite définition. Lorsque j'explique ce qu'est la sécurité en entreprise, je dis que c'est avoir la maîtrise parfaite d'un système. Alors, avoir la maîtrise parfaite, ça ne veut pas dire que j'ai le contrôle total sur un système, mais que j'en connais tous les aspects et je connais aussi ses faiblesses. Moi, je pense qu'un administrateur ou un architecte qui dit mon système est sécurisé à 100%, ce n'est ni un bon administrateur, ni un bon architecte. C'est forcément un bon administrateur doit dire, à mon avis, quelque chose comme mon SI est protégé à 97, 98, 99%, mais les 1, 2 ou 3% qui restent, je les connais, je les surveille et je regarde ce qui se passe à chaque moment. Ça, à mon avis, c'est quelqu'un qui est conscient des risques, conscient des menaces et qui peut, du coup, vérifier et surveiller ce qui se passe. Ça nécessite pour ça, bien sûr, de connaître, si ce n'est parfaitement, mais connaître très très bien, les systèmes d'exploitation qu'on utilise dans notre SI, les logiciels qu'on utilise, et puis tous les processus métiers qu'on a vus, enfin tout ce que je vous ai listé avant. D'où l'idée d'ailleurs que l'informaticien n'est pas simplement, en entreprise aujourd'hui, j'entends, l'informaticien aujourd'hui n'est pas simplement le gars qui va être derrière son PC en train de configurer des trucs, mais un salarié à part entière qui s'occupe du système d'information dans lequel il évolue. Donc proche des utilisateurs, proche de sa hiérarchie, proche de la société en fin de compte. Alors je vous ai listé quelques menaces, quelques types d'attaques. La liste n'est absolument pas exhaustive, vous le savez bien. J'ai mis un peu tout ça en fouillis, mais c'est autant de menaces, c'est autant de risques qui existent aujourd'hui, qui sont réels et qui peuvent à la fois venir de l'extérieur de l'entreprise comme de l'intérieur. Je le disais ce matin lorsqu'on m'a posé la question, 80% des menaces dans un système d'information provient de l'intérieur de l'entreprise, pas de l'extérieur. Alors que les chiffres sont variables, mais entre 80 et 90% du budget dédié à la sécurité en entreprise cible l'extérieur. Alors que 80% des menaces viennent de l'intérieur. Vous voyez un petit peu le problème qu'il pourrait y avoir. Un exemple très simple, un salarié a une clé USB chez lui, il pense bien faire, il travaille sur son dossier, sur son PC chez lui. Mais son PC chez lui est hors du SI. On n'a aucun contrôle dessus. Il est peut-être vérolé. Il y a peut-être une backdoor ou un rootkit qui a permis de prendre possession de sa machine. On peut imaginer plein de choses. Il ramène sa clé USB, il la rebranche sur sa machine pour continuer son travail. Il vérole son poste vérole le réseau, et c'est plié. C'est un exemple tout bête, mais ça existe. Ça existe trop souvent.
Alors qu'à côté de ça, on a mis des firewalls, des proxys filtrants, on a mis une DMZ où on a mis des serveurs non critiques, mais tout ce qui est serveur critique de base de données, etc., sont sécurisés dans le LAN. On a des accès VPN avec de l'IPsec et je ne sais quelle autre chose. Oui, mais la clé USB, elle passe à côté de tout ça quand même. Donc voilà, j'en ai listé quelques-unes. Il y a des attaques très faciles à faire. Je pense simplement au flooding. Faire du flood avec le protocole ICMP, du ping flood, même si on est en interne ou en externe, comment on fait pour le bloquer? Alors vous allez me dire, bah, on bloque l'ICMP sur tel ou tel matériel. Oui d'accord, mais si moi je veux utiliser le ping pour quand même vérifier le bon fonctionnement de mes machines, je fais comment? J'ai bloqué le ping. Ah bah oui, on peut pas. Bah, il faut faire de la QoS pour limiter la bande passante au flux d'IP qui passe, enfin d'ICMP qui passe. Bon, il y a plein d'astuces comme ça à chaque fois, sur chaque menace, sur chaque risque. Mais il faut y penser. Alors comment sécuriser le SI? Je ne vais pas forcément vous dire il faut mettre tel firewall, telle technique, tel truc en fonction de chaque attaque, mais plutôt raisonner avec le fameux TOHE, voir la sécurité sous 4 axes. La technique, les contre-mesures matérielles et logiciels, vous les connaissez, hein. C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de firewall, proxy et autres. Antivirus, bien sûr, enfin je ne vais pas tous les lister, mais l'idée est là. En termes d'organisationnel, c'est avoir des procédures et des flux de travail qui sont optimisés. Et tout ça, ça se pense avant, pas une fois que le problème arrive. Il faut mieux faire, du préventif que du curatif, en fin de compte. En termes d'humains, c'est la formation des informaticiens et la sensibilisation des utilisateurs. Je parle beaucoup des informaticiens parce que souvent en entreprise, ce sont eux qui ont tous les droits. Admin sur les machines, en local, sur le domaine, et puis sur le réseau, ils peuvent avoir accès à tous les switches, les routeurs et tout. C'est potentiellement eux qui ont la plus grande chance d'implémenter quelque chose de néfaste sur le réseau, puisque c'est eux qui ont tous les accès de manière, entre guillemets, naturelle. Alors la partie économique, j'ai une petite phrase qu'un professionnel m'a dit lorsque j'ai fait une visite d'entreprise il y a quelques temps. Il m'a dit la sécurité, ça n'a pas vraiment lieu d'être tant que tout va bien. Et là il m'a fait peur, il a fait oui mais jusqu'au jour où. Et effectivement, la sécurité a un coût réel, il ne faut pas avoir peur d'investir dans du matériel, dans de la formation, parce qu'on peut facilement perdre beaucoup plus que l'investissement qu'on aurait pu mettre au départ, pour pouvoir ne pas perdre d'argent justement. Bon, de la même manière que je vous ai listé quelques menaces, quelques risques, je vous ai listé quelques trucs et astuces à pouvoir mettre en œuvre dans son entreprise. Ne serait-ce qu'une archi-réseau réfléchie, c'est tout bête. Hein. Et si je pense pas, enfin c'est un truc de base, hein, mais si je pense pas mettre une DMZ, je vais avoir mon serveur mail et puis mon serveur web qui va être à côté de mon serveur de base de données et puis de mon annuaire. Bah non, parce que du coup, tout le monde a accès à presque tout de l'Internet. C'est pas bien malin. Pare-feu, proxy, etc., des droits d'accès optimisés, des listes de contrôle d'accès, avoir un PCA et un PRA aussi. Si le but est de faire perdre de l'argent à l'entreprise par déni de service, X milliers, voire X millions d'euros à l'heure, si on n'a pas un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité efficace, on va multiplier l'argent qu'on perd. Alors je pense aux logiciels, des masques de saisie, pour éviter les injections SQL ou toutes ces choses-là qui existent encore. Tout à fait remarquable de voir un site aujourd'hui où on peut encore faire de l'injection SQL de manière facile. Des audits, former les utilisateurs, avoir des systèmes de détection d'intrusion, mettre en place des certificats avec une PKI robuste. Alors après, vous pouvez me dire, oui mais on peut mettre énormément de choses, un investissement super lourd. Oui, mais encore faut-il en avoir le besoin. Je prends l'exemple tout bête hein, d'un charcutier ou d'un boulanger qui a 2-3 machines chez lui. Il a un tout petit SI. Bah, est-ce que ça vaut le coup qu'il achète un Pix de Cisco à 10 000 €? Ben non, ça ne vaut pas le coup. Parce qu'au pire, il perd sa recette d'aujourd'hui, c'est son fichier Excel. C'est pas très grave. Alors qu'une banque ou une industrie multinationale, elle va réfléchir à la question parce qu'elle a beaucoup à perdre. Alors il y a des choses, il y a des ressources qui existent, des renseignements qu'on peut facilement trouver. Toute la famille des normes ISO 27000 constitue à mon avis une bonne base, c'est au-delà des bases, mais un très bon contenu pour pouvoir
avoir des références sur qu'est-ce qu'on a à faire pour sécuriser son système d'information. Je pense à la norme ISO 27005, qui est la gestion des risques. Bien sûr, c'est à faire en amont. Quels sont les risques pour moi ici? Quelle est sa probabilité d'apparition? Peuvent être son impact? Et du coup, je peux faire une matrice comme ça et dire, bon, bah là, ça vaut le coup que j'investisse. Là, ça ne vaut pas le coup. Ça me permet de faire des choix. Certains d'entre vous connaissent très probablement ITIL aussi, qui veut dire Information Technology Infrastructure Library. C'est en gros une bibliothèque de bonnes pratiques pour la gestion de son SI. Alors dans la version 2, je crois qu'il y avait un livre sur les 9 qui était complètement dédié à la sécurité du système d'information. La version 3 a été plutôt remaniée et on voit la chose de manière transversale où en fin de compte la sécurité est fondue dans les 6 livres de ITIL. Mais c'est une certification que les utilisateurs, les administrateurs peuvent passer pour bien savoir gérer son système d'information. Si le système d'information est bien géré, on va limiter les risques, limiter les menaces et augmenter la sécurité. Je vous parlais d'une matrice de risque tout à l'heure. On voit là, par exemple, des risques qui peuvent être classés en fonction de leur criticité. S'il a une grande probabilité d'apparition, s'il a un gros impact sur le système d'information, on va peut-être investir lourd pour éviter que ce risque n'apparaisse. S'il a une très petite probabilité d'apparition et qu'en plus son impact sur le SI est ridicule, bah, on va laisser faire, on va peut-être pas investir beaucoup là-dessus. Et ça, il faut le faire en amont parce que à mon avis, lorsqu'on crée un SI, on voit ces choses-là et peut-être pas assez. Et c'est comme ça que les problèmes apparaissent plus tard. Alors j'ai listé ici quelques certifications techniques autour de la sécurité qui existent. Vous en connaissez sûrement quelques-unes d'autres. Moi je connais assez bien le CCNA Security et le CCIE Security, puisque je les ai passés il n'y a pas très longtemps. Et il y en a d'autres, on reprend ITIL en dessous. Il y a le CEH qui peut être passé aussi, avec un contenu assez dense. Alors beaucoup de ces certifications sont bien entendu en anglais, je vous apprends rien en disant ça, comme beaucoup de certifs. Le lead auditor ISO 27001 qui permet de faire des audits de sécurité. Bon, la liste là encore n'est pas exhaustive, hein, parce qu'il y en a énormément. Mais ça permet au moins que les administrateurs ou les DSI soient bien au courant des risques et des menaces qui existent. Alors un petit scénario que je vous ai listé là, que j'ai déjà vu en entreprise. C'est assez fort, hein. On accède à l'intérieur de l'entreprise. Alors une entreprise sécurisée, hein, avec un badge, etc. Vous connaissez peut-être ça, vous avez peut-être fait ça chez vous. Dans votre entreprise, on accède avec un badge, la porte s'ouvre. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mon badge. Ah, bah je vous tiens la porte. Et hop, première étape de passer. Les portes des bureaux, alors je suis une entreprise, hein, les portes des bureaux ne sont pas fermées à clé. Je me promène, je suis bien habillé, je fais partie de l'entreprise, personne ne me connaît, je suis sur une usine où il y a 2600, 2700 personnes. Hein. Tout le monde ne se connaît pas. Je me promène dans l'entreprise, je vois des bureaux qui ne sont pas fermés, ou des open space avec des vitres. Bon. Je me mets à un poste où il n'y a personne. Hop. Ah, bah la session n'est pas verrouillée. On n'a pas pensé à faire le petit Windows L. Du coup, naturellement, j'accède à toutes les données, tous les partages réseau que l'utilisateur peut avoir. Alors si c'est un administrateur réseau, je ne vous raconte pas. Hein. Ou alors la session n'est pas fermée, mais je cherche un petit peu. Ah bah, il y a le post-it avec le mot de passe dessus. Très bien, je le note. Ou un mot de passe trop simple, on imagine qu'on connaît la personne, on sait le nom de son mari, de son chien ou de sa date de naissance. Hein. Ou alors je viens avec ma propre machine. J'ai un petit portable, un petit IPC sur moi. Hop, je me branche dans l'open space, personne ne me voit. Et le Wi-Fi qui est ouvert. Le Wi-Fi est en interne. Est-ce qu'il a besoin d'être sécurisé? Un administrateur aurait pu dire « Oh bah non, il n'y a personne qui va rentrer dans la boîte. » Voilà, donc ouvert. Il n'y a pas ou peu de restrictions sur les partages. On n'utilise pas les partages réseau sur le serveur de fichiers. Un utilisateur a dit « Ouais, c'est bon, je t'ai partagé le document de dernier compte rendu de réunion, il est sur mon PC. » Donc il a créé son petit partage, puis il a fait tout le monde autoriser tout. Super, donc j'ai le compte rendu de la dernière réunion où on parlait des plans de la dernière innovation stratégique.
un intranet sans authentification, accès au support amovible. Oui, parce que pour récupérer ça, je branche ma petite clé qui va bien, et puis je récupère le fichier. Et je m'en vais. Sans rien faire, sans être un accro de l'informatique ou être un pirate fou, j'ai volé des données et je peux du coup les revendre. Enfin, je vous laisse imaginer le scénario. Bon, ce genre de choses, il faudrait plus que ça se voit. Parce qu'on investit très très lourd dans du matériel, dans des protocoles, dans des informaticiens qui font très certainement super bien leur boulot, mais en même temps on laisse les portes ouvertes, ou la salle serveur aussi ouverte, ça se voit pas mal. Un deuxième scénario où là je suis plutôt à l'extérieur, qui peut être une faute de codage ou une faute de programmation, ou une mauvaise analyse en amont, mais c'est des choses aussi des petites choses que j'ai vues. Je navigue sur Internet, sur le site d'une entreprise. On imagine un site de e-commerce. L'authentification est facilement contournable. On a mis le site de test, enfin en environnement de dev, on l'a passé en environnement de prod. Et l'utilisateur test, qui souvent est un utilisateur administrateur du site pour pouvoir accéder à tout, il n'a pas été retiré. Alors je teste, ou toto, souvent, tout que ça passe, et je suis administrateur du site. Je l'ai fait, c'est génial. C'est très grand de faire ça parce que j'y connais rien, et test, panneau d'administration, et je change les prix, et je change les images, et c'est royal. Ou le password admin qui est trop simpliste. On fait des règles d'accès très précises sur les utilisateurs, mais dans le flow du travail, on oublie le mot de passe admin, ou on laisse admin, ou un truc très bateau. Et hop, ça passe. On peut exploiter avec des failles qui n'existent de moins en moins quand même, je vous rassure, mais avec une faille include ou une faille XSS, je modifie la page du site, et du coup je nuis à l'image de l'entreprise. Alors, je peux quand même difficilement le faire sur le site d'Amazon, mais sur des sites, on va dire, plus modestes, des petits vendeurs de quartier qui ont fait un site internet par un stagiaire ou un truc comme ça. Ou alors, je peux faire tomber le site par un déni de service, ou si je change le contenu, hacked by machin, bon bah si c'est du e-commerce, il y a quand même des pertes financières sérieuses. Genre si le site internet tombe pendant 2-3 jours parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, bah, on peut perdre X ventes et on perd de l'argent. Là aussi, ce sont des choses qui normalement ne devraient plus exister. Alors j'arrive à la fin de cette présentation qui, quand même, je vous le rappelle, avait comme but de vous sensibiliser à certains aspects de la sécurité informatique. Je laisserai des collègues ou des partenaires faire des confs beaucoup plus techniques que ça. Il y a des choses qui resteraient à voir, une orientation légale. Je ne peux pas surveiller à fond tout ce que font mes utilisateurs en entreprise. Il y a des choses à respecter, il y a des règles. Je ne peux pas faire tout ce que je veux en termes de sécurité. Le site de la CNIL, par exemple, liste certaines choses qu'on a le droit ou pas de faire dans un SI. Il y a un compromis, alors j'ai mis 2 phrases, mais je pourrais en faire qu'une. Un compromis entre le coût de mon investissement, l'efficacité en termes de sécurité que ça va avoir, et le besoin. Je vous parlais du petit charcutier de tout à l'heure. Tout ça est à voir et est spécifique à chaque activité ou à chaque entreprise. Il est évident qu'une multinationale n'investira pas autant en sécurité qu'une PME. En fonction de ses services ou de ce qu'elle vend, elle ne va pas investir non plus aux mêmes endroits, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses aussi à penser. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible quelques minutes si quelques personnes ont des questions. J'ai été si exhaustif que ça. Bon, on pourrait parler des heures sur des aspects techniques, ça me plairait beaucoup, mais c'est vrai que c'était pas forcément le but là non plus. Et je pense que, à force de se cantonner à la technique, j'ai eu l'erreur moi-même, à force de se cantonner à la technique, pendant que je travaillais en tant que chef de projet par exemple, j'ai eu un projet de sécurisation du Wi-Fi, où j'étais tellement cantonné à sécuriser le Wi-Fi, trouver des protocoles, et puis je voulais mettre du TLS et du PEAP, et puis je voulais mettre des serveurs de certificats, et je voulais automatiser ça sur tous les postes. Enfin, je me suis beaucoup cantonné à la technique, et peut-être pas assez ouvert. Et c'est vrai qu'il était peut-être pas forcément de ma responsabilité, mais au moins je devais penser à, et si quelqu'un est sur le parking de l'entreprise, il est déjà dans l'entreprise, mais s'il est sur le parking avec son portable, il peut quand même essayer d'introduire le réseau par le Wi-Fi. Mais après tout, s'il n'arrive pas par le Wi-Fi, moi j'ai fait mon boulot très bien,
bah, il sort de sa voiture et puis il fait le même scénario que je vous ai montré là. Donc ça veut dire que me cantonner à la technique, c'est bien, j'aurais bien fait mon travail, mais je pense qu'il y a un travail plus à faire en amont, en relation avec peut-être d'autres services que l'informatique, hein, mais le service logistique ou la DSI ou d'autres personnes d'entreprise, afin de sécuriser tout le SI et pas forcément l'infrastructure réseau ou l'ERP ou voilà, des choses techniques comme ça. Bon bah écoutez, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un bon salon.